Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Avant que cet épisode ne débute, en fait, je voulais vous partager quelques éléments du contexte. Sur cette interview, en fait, j'étais tout particulièrement stressé. Alors, j'ai l'habitude de mener des interviews et en général, ce que vous devez savoir, c'est que j'enregistre plusieurs jours ou plusieurs semaines avant. Donc, pour le coup, ça n'était pas mon premier interview et je décide de les diffuser de manière aléatoire. Mais simplement, hier, j'avais typiquement préparé énormément cet entretien. Quand je dis préparer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois quelqu'un, mais je me renseigne sur cette personne, ce qu'elle a fait, en quoi consiste son métier. Et là, pour le coup, j'étais arrivé à un niveau de préparation où j'étais très content de moi. Et il se trouve que j'ai probablement péché par excès de confiance. C'est-à-dire que j'ai fait confiance à ma mémoire en me disant « Voilà, t'as bien lu, t'es bien au fait de l'information, donc rien ne peut t'arriver. » Et en fait, finalement, tout m'est arrivé, c'est-à-dire le trou de mémoire, le fait de bafouiller, le fait de mélanger. Et pour ceux qui ont suivi les présentations précédentes de ce podcast, l'idée est bel et bien d'enregistrer dans les conditions du live, c'est-à-dire que, évidemment, je pourrais me permettre de retoucher là où j'ai bugué, mais pour le coup, l'idée, c'est vraiment d'être le plus simple et naturel possible. Et ce que je retiens de cette interview, au-delà même des messages qui ont pu passer, c'est que la fois prochaine, non seulement je lirai, mais je prendrai des notes. Voilà, comme quoi, nul n'est prophète en son pays. Sur ce, on écoute tout de suite. Donc, bonjour à tous, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, puisque mon invité, j'ai eu la joie de le rencontrer il y a 26 ans, je ne l'ai pas vu depuis. J'étais jeune appelé dans un régiment qui se situe dans l'est de la France, à Bitche, en Moselle, et un régiment, en l'occurrence à l'époque, de cuirassiers, donc la cavalerie. Pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est donc les blindés. J'accueille donc le général Dominique Trinquant. Général. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter de la façon dont vous le souhaitez, et puis je vais rebondir. Bon, écoutez, moi je suis général, mais j'ai quitté le service actif il y a 12 ans maintenant, ça passe vite. Et donc j'ai fait une carrière assez classique, Saint-Cyr, Saumur, lieutenant, cavalerie légère, cavalerie lourde. Et donc j'ai terminé dans la cavalerie en commandant le 4e régiment de cuirassiers, que j'ai eu à dissoudre, oui. Qui était un événement particulier parce que ce régiment que j'ai dissous, dont j'ai replié l'étendard, était le premier régiment dans lequel mon grand-père avait servi en 1914 comme lieutenant. Vous voyez, donc il y avait une continuité intéressante. Bon, j'ai fait une carrière assez opérationnelle. J'étais commandant d'un bataillon au Liban, j'étais en Yougoslavie, beaucoup d'international, parce que j'ai fait l'école de guerre anglaise, le Royal College of Defence Studies. Pour ma génération, je parlais couramment l'anglais, ce qui était pas très fréquent. Oui. À l'époque, c'était pas courant. Voilà. Et puis donc j'ai été en poste 3 fois à New York, comme lieutenant-colonel, comme colonel et comme général. Et j'ai eu un poste également à l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc voilà, très à cheval sur le militaire et le diplomatique, militaire sur le terrain. Yougoslavie, j'ai passé 18 mois en Yougoslavie.
ex-Yougoslavie. Et puis, quand j'ai quitté le service, je me suis demandé un peu ce que j'allais faire. Et j'ai pas eu trop longtemps à attendre, puisqu'il y a un patron qui est venu me chercher. Et je suis directeur relations extérieures de Marc et Balzan, qui est la société qui fabrique les uniformes des armées françaises, où je suis, j'allais dire, le lien avec les élus, avec les ministres, avec... j'ai tendance, dans ma direction, je dis, je regarde à 360 degrés et loin devant. Donc je fais un peu de stratégie avec une société très familiale. Le patron et le directeur général sont les seuls actionnaires. D'accord, ok. Et qui fabriquent en France. Voilà. Parfait. Je vais revenir un peu sur votre carrière. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Moi, j'ai noté, alors je ne sais pas si c'est vrai, vous avez conseillé aussi le président Macron à un moment donné, en conseiller défense. Oui, tout à fait. Dans la première campagne du candidat Macron, Emmanuel Macron, que je ne connaissais absolument pas, on m'a demandé si je voulais rejoindre son équipe défense. À l'époque, Pierre de Villiers, qui était chef d'état-major des armées, était mon jeune de Saint-Cyr, on appelle ça un bazar. Et donc je suis allé le voir. Dites-moi en français, j'ai pas saisi. Le bazar, c'est le terme qu'on emploie pour bisu. parler de celui... Oui, c'est le bisu, c'est l'équivalent de l'année d'après. Et donc je suis allé le voir, Pierre, et je lui ai dit, voilà, il m'a dit, vas-y, parce qu'il faut absolument qu'on ait des gens dans toutes les équipes pour porter la voix des armées dans les équipes présidentielles. Donc je suis rentré dans cette équipe défense, où j'ai travaillé, je connaissais absolument pas Emmanuel Macron, hein. Je l'ai découvert pendant la campagne. Et petit point particulier, j'ai proposé le dossier qui est actif aujourd'hui du service national universel. Ah. Je lui ai proposé avec un camarade, Hervé Grandjean, de porter ça parce qu'à l'époque, on avait peur de la fracture sociale dans la société française. Et on pensait qu'il y avait une menace en particulier interne à la société française par l'islamisme radical. Oui. Et donc, il fallait qu'on mobilise la jeunesse française. Donc voilà. Donc j'ai fait ça pendant la campagne. Après ça, terminé. Alors maintenant, naturellement, tout le monde, un peu comme vous, savent ça. Donc je connais les députés, je connais des ministres qui me connaissent parce qu'ils connaissent mon engagement de cette époque-là, ce qui m'ouvre un certain nombre de postes pour discuter avec eux. Oui, bien sûr. Alors, comme vous le savez, j'enseigne. Tout à l'heure, vous avez fait référence à Saint-Cyr. Au travers des questions que je vous pose, c'est aussi des retours que j'ai pu avoir d'étudiants, puisqu'ils savent que j'ai été appelé dans l'armée, donc j'ai pas fait carrière nécessairement, mais en tout cas, ça suggère un certain nombre de questions. La première, c'est de savoir est-ce que tout le monde est capable de faire Saint-Cyr ? Je m'explique, est-ce qu'il y a, j'en sais rien moi, un droit d'entrée ? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Saint-Cyr est ouvert à tout le monde, à condition d'en avoir le niveau intellectuel. Le concours d'entrée à Saint-Cyr, c'est Maths Sup, Maths P ou Cagne et Pocagne. Donc c'est les niveaux grandes écoles. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Pour battre en brèche tout de suite une idée reçue, il ne faut pas être fils de militaire pour rentrer dans l'armée. Oui, non, mais c'était un peu le sens de ma question. Hein. 20% sont fils de militaires, 80% ne le sont pas. Dans ma chambre à Saint-Cyr, dans ma chambre en préparatoire à Saint-Cyr, mes deux camarades avec lesquels je suis toujours très très lié, venaient d'un milieu absolument pas. L'un, son père était postier, et l'autre, son père était ingénieur, vous voyez. Donc ça n'est absolument pas nécessaire, et je suis ce qu'on appelle le père système, c'est-à-dire le président de la promotion. J'ai été élu par mes camarades en 1975, ça fait longtemps, et donc je connais bien la promotion. Et là-dedans, vous avez des gens qui sont des fils de généraux, des fils d'adjudants, des fils de la société civile. D'accord. Je répète, 20% d'enfants de militaires. Non, mais c'est intéressant. Et alors, dans votre parcours, j'ai lu que vous avez fait l'école de guerre. Oui, bien sûr. Et cette école londonienne. Pourquoi, après avoir fait Saint-Cyr, vous aviez besoin d'aller dans ce type d'école ? Déjà, la première question, peut-être, c'est qu'est-ce qu'on apprend à Saint-Cyr ? Alors, je ne vais pas vous demander le corpus de toutes les matières, mais globalement, qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, Saint-Cyr, aujourd'hui, c'est une école qui dure 3 ans. À mon époque, ça durait 2 ans. Donc, c'est 2 ans de préparatoire, 3 ans d'école. Vous sortez de là, vous êtes diplômé ingénieur, si vous êtes scientifique, et littéraire, je ne sais pas très bien ce qu'on a, mais c'est un diplôme équivalent. Et vous êtes formé pour commander une unité, une petite unité, un peloton pour les cavaliers qui connaissent, une section, donc c'est 30-35 hommes. Et donc vous êtes formé pour ça. Ensuite, vous passez capitaine, vous faites ce qu'on appelle un cours des capitaines pour apprendre à commander une unité plus grande. Et quand vous avez commandé ces unités-là,
Et bien, qu'est-ce que vous allez faire après? Il y a un autre sas de sélection. Et l'école de guerre, c'est un sas de sélection. 10% de réussite. Ah oui. Donc ça veut dire, vous présentez un concours, plutôt difficile, et dans lequel, si vous êtes sélectionné pour arriver au gros poste de commandement. Colonel commandant un régiment, et lorsque vous arrivez à ce niveau-là, vous êtes sélectionné aussi. Alors on est noté tous les ans dans l'armée. Tous les ans, on vous dit vous êtes bon, vous êtes mauvais, vous passez à droite, vous passez à gauche. Et ensuite, non seulement vous êtes noté, mais vous passez des examens, comme l'école de guerre, l'école d'état-major. Et ensuite, quand vous arrivez au grade de colonel, on vous sélectionne pour être général ou pas. Le Royal College of Defense Studies, c'est le cours anglais équivalent pour devenir général. Comme je vous le disais, il y avait peu de gens qui parlaient anglais de ma génération. C'est pour ça que je me suis précipité pour faire l'école de guerre anglaise et l'école de guerre française et le Royal College of Defense Studies. Et alors du coup, globalement, ça veut dire que vous avez fait combien d'années d'études pour avoir un petit point de repère? Après le bac, on va dire. Après le bac, alors si je capte aujourd'hui, aujourd'hui c'est 5 ans, 6 ans avec l'école d'application, 2 ans d'école de guerre, ça fait 8 ans, 1 an pour le RCDS, ça fait 9 ans d'études au total. Et alors, avec mon public, on discute régulièrement de motivation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez de faire carrière dans l'armée? Alors, il y a une partie de l'explication peut-être liée à votre histoire familiale. Alors, je crois, dans mon cas particulier, je suis très infusé par la famille. Je vous ai parlé de mon grand-père qui avait servi au 4e cuirassier, qui a terminé comme général, et mon père qui a été tué en Algérie, qui était capitaine. Donc, moi, c'est un cas un peu particulier. Mais je crois que pour parler pour mes camarades qui étaient avec moi à Saint-Cyr, que je connais bien, puisque j'étais leur président, c'est le souci de servir son pays. C'est ça, servir son pays. Alors, à l'époque où je l'ai fait, moi, en 76, on était face à l'Est, face à l'armée soviétique. Donc, voilà. Dans les années après, il y a eu les opérations extérieures, beaucoup. Il y a eu le Liban, la Yougoslavie, l'Afrique, énormément d'Afrique, les gens qui sont au Sahel, l'Afghanistan, beaucoup d'opérations comme ça. Et aujourd'hui, on le voit bien, on se retrouve de nouveau un peu face à l'Est. Clairement, oui. Voilà. Donc c'est avant tout servir son pays. Deuxième caractéristique, l'action. On est muté tous les 2 ans à peu près dans l'armée. Donc vous êtes sur le terrain, vous allez dans un bureau, vous êtes sur le terrain, etc. Donc beaucoup d'actions, beaucoup de changements. Il faut apprécier le changement. Si on n'apprécie pas le changement, alors vous me direz c'est un changement relatif, parce que vous êtes payé à la fin du mois, et vous allez, quand vous êtes officier de carrière comme je l'étais, vous n'êtes pas viré du jour au lendemain. Maintenant, si ça se passe mal, vous pouvez quitter. Mais, évidemment. Mais donc, aimer bouger. Et puis, je crois la dernière caractéristique, ce sont les hommes. On dirait aujourd'hui les hommes et les femmes. C'est-à-dire que c'est un métier extrêmement humain. Vous encadrez des gens à tous les niveaux et vous êtes en contact avec tous les gens à tous les niveaux. Et aujourd'hui que je suis ancien, général, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de rencontrer les gens qui étaient sous mes ordres, comme de vous rencontrer par exemple, ou de rencontrer ceux qui ont été sous mes ordres et qui se rappellent à moi parce qu'ils m'ont vu à la télévision et qui disent « Ah, il y a telle année, j'étais... » Donc ça, c'est ce côté humain qui est extrêmement important. Oui, parce que justement, ça fait partie des sujets que j'aimerais développer avec vous. Et on échangeait tout à l'heure en off en vous disant, c'est vrai que, clairement, vous m'avez inspiré. Alors, peut-être pas vous en tant que tel, parce que l'appelé rentre pas en contact direct avec le chef de corps, donc pour simplifier, pour l'audience, on rentre pas nécessairement en contact avec, on va dire, le directeur général. Mais malgré tout, on va dire le comité de direction, je ne sais pas comment vous appelez ça dans l'armée en général, l'encadrement, en fait, m'a surpris parce que des gens de qualité, des gens qui sont dévoués à une cause, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais alors pour le coup, j'ai perdu un peu le fil. C'est pas grave, j'y reviendrai après. Oui, vous disiez que vous étiez d'une famille donc de militaires, que vos motivations, elles étaient d'abord et avant tout de servir un pays.
Vous prenez du plaisir à rencontrer des anciens un peu comme moi, même si j'ai pas de rôle de gradé. Qu'est-ce qui fait justement que vous prenez plaisir à revoir des gens que vous avez pu croiser comme ça à un moment donné de votre vie? Parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. Les gens avec lesquels j'étais dans mon régiment, les gens avec lesquels j'étais au Liban, les gens avec lesquels j'étais en Yougoslavie, on a vécu énormément de choses ensemble et des choses un peu hors normes. Alors évidemment, quand on est au quartier à Beach, c'est pas tellement hors norme, mais pour le soldat appelé, c'est hors norme. Bien sûr. Parce que ça le changeait complètement de sa vie normale. Donc et puis c'est le moment dans l'armée où on pense beaucoup moins à soi. On pense à ce qu'on fait, le service du pays. On se pense aux autres. Donc c'est le service qui compte énormément. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui a servi avec moi ou sous mes ordres, ou mes chefs, moi quand je rencontre mes chefs, hein, on a vécu des choses particulières ensemble. Et donc c'est ça qui nous réunit beaucoup. D'accord. Lorsque vous étiez au Liban, donc pour les plus jeunes dans les années 80, hein, si je dis pas de- 91, 92. Ah, pardon. Bon, voilà. Lorsque vous étiez au Liban, vous représentiez la France, on est bien d'accord. Ouais. Par contre, en ex-Yougoslavie, vous étiez sous mandat de l'ONU ou non? Mais au Liban, pareil. Hein. Ah oui? J'étais casque bleu, je commandais un bataillon de la FINUL, ce qu'on appelle la Force D'accord. intérimaire des Nations Unies au Liban. Moi, Et en Yougoslavie, pareil, la Fort Pronu à l'époque. Force d'observation, je ne sais plus quoi, mais c'était une force de l'ONU. Hein. Les deux fois, Liban et Yougoslavie, j'étais sous casque bleu. D'accord. Pour simplifier, les grandes missions de l'armée, c'est quoi? Parce que forcément, tout le monde va penser armée égale combat, mais c'est nécessairement plus large que ça. Alors, l'armée, c'est le service du pays, et donc, comme vous le savez, le chef des armées, c'est le président de la République. Donc, c'est la décision d'engager les armées, soit au combat, au Sahel, en Afghanistan. Aujourd'hui, vous avez un bataillon qui est en Roumanie, qui se prépare s'il y avait un problème. Vous en avez qui sont en Estonie. Donc c'est ça. Mais c'est le service de façon générale. Là, je parle de l'armée de terre parce que je suis un terrien. Mais les aviateurs, c'est la surveillance du ciel pour empêcher qu'il y ait un attentat. Les marins, c'est la surveillance de la mer pour empêcher qu'il y ait des problèmes ou la pollution ou d'autres choses. Vous voyez ? Donc on est vraiment au service du pays. Le premier service, c'est bien sûr par les armes, si on a à défendre le pays. Mais ça peut être d'autres façons. Vous avez Sentinelle, pour ceux qui regardent dans les rues de Paris ou les rues des grandes capitales. Oui, vous avez, c'était contre le terrorisme. Donc c'est un peu tout ça. C'est vraiment être au service de son pays, dans des formes qui peuvent beaucoup varier. Oui, tout à fait. Le quotidien d'un général, je parle bien d'actif, hein, je ne vous pose pas de questions sur votre quotidien actuel, mais le quotidien d'un général, vous allez me dire, c'est très variable, mais il a quoi comme grande mission, on va dire? Alors, ça dépend beaucoup s'il commande une brigade, une division, s'il est à l'état-major. C'est des responsabilités de décision, de commandement et de décision. Pour ma part, moi, quand j'étais général, j'étais chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies à New York, exact. Auprès du Conseil de sécurité. Et donc, mon rôle, c'était de conseiller mon ambassadeur, qui ne connaissait pas le fait militaire. Or, il y a beaucoup de choses militaires qui sont traitées à New York. C'était de faire le lien avec les armées, c'est-à-dire que quand un diplomate allait prendre une décision, je m'assurais que ça n'avait pas une conséquence fâcheuse sur les armées françaises. Et pour les armées françaises, je m'assurais que ce qui était écrit dans les textes diplomatiques allait aider les armées françaises. Vous voyez ? Donc le poste que j'ai eu comme général était un poste à cheval entre diplomatique et militaire. Voilà. D'accord. Vous avez fait ça pendant combien de temps à peu près? J'ai été général pendant 3 ans. Oui. Et donc, parce que quand vous devenez général, ça dépend de l'âge auquel vous devenez général. D'accord. Puisque la limite d'âge est aujourd'hui de 58 ans. Moi, quand j'étais général, elle était de 56 ans et demi. D'accord. Donc j'ai été 3 ans, puisque j'ai été général à 53 ans. Et donc, là, ça dépend du niveau que vous atteignez. Le général chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, il a 5 étoiles, moi j'en ai 2, et il commande l'ensemble des armées françaises, c'est-à-dire les 320 000 hommes des armées françaises, vous voyez. Donc vous avez des généraux à des postes
différents et à des responsabilités différentes. D'accord. Pour avoir un ordre de grandeur, je ne sais pas si vous êtes capable de répondre à cette question, mais il y a combien de généraux en France, approximativement? À peu près 200. D'accord. Oui, donc vous êtes très très peu nombreux. Est-ce qu'il existe des passerelles, par exemple, entre l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine? Vous avez Non. des liens particuliers ou tout est Alors, on a cloisonné? des liens, bien sûr, parce qu'on travaille en interarmée. Oui, Mais quand vous êtes terrien, vous restez terrien. Vous ne passez pas aviateur. Les seuls qu'on peut voir à peu près, c'est les pilotes d'hélicoptères. C'est l'armée de terre, mais ils volent. d'accord, Mais, ok. mais sinon, pilote de Rafale, il ne va pas commander un char. Oui, Et oui, un- ça, voilà. ça paraît Et donc, normal. chacun reste dans son domaine d'expertise. Mais en revanche, et c'est le propre de l'école de guerre, c'est d'apprendre à travailler ensemble. Comment on travaille? L'école de guerre, c'est interarmée. Vous avez les 3 armées qui sont D'accord. présentes, voire les services, le commissariat des armées, le service de santé des armées. On peut être médecin et militaire, hein. On peut être. Les commissaires, c'est des gens qui ont plutôt une formation de juriste, vous voyez, ou qui s'occupent du soutien. D'accord. Le... Comment vous dire? Le salaire moyen d'un général, parce que ça, j'ai déjà eu le genre de questions. Je vous demande pas votre salaire à vous, c'est pas ce qui m'intéresse, mais d'avoir non, mais un ordre d'idée. d'abord, il faut savoir que nous sommes fonctionnaires, donc on est fonctionnaire de catégorie A, et donc on répond à la grille des fonctionnaires. Donc par Ah oui, rapport, d'accord, il n'y a aucune spécificité Non. dans l'armée. alors, donc la grille des fonctionnaires en fonction de notre niveau. Deuxièmement, et ça c'est vrai pour tous les fonctionnaires, s'ils avaient beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'enfants, etc., c'est pas la même chose, il y a des primes. La seule chose qui différencie, c'est quand vous partez en opération. Quand vous partez en opération, vous recevez une prime parce que vous êtes en opération. Mais ça, c'est valable pour tous les militaires. C'est valable Enfin, pour tous les je veux dire militaires. quel que soit le grade, en l'occurrence. Exactement. Sauf que la prime n'est pas exactement Oui, la même, bien sûr. mais comme dans une entreprise, enfin, où j'en sais rien, moi, le chef de secteur va avoir une prime peut-être plus importante que l'employé. Enfin, Voilà, c'est exactement. le C'est même ça, système. c'est ça. Parfait. Alors, chef des... Comment... alors, j'ai oublié le chef de la mission militaire française. auprès de l'ONU. Oui. C'est quelque chose que vous avez découvert sur le tas, vous avez été formé à ça? Non, alors, premier point, j'ai créé le poste de conseiller auprès de l'ambassadeur en 1992, au moment où la guerre en Yougoslavie démarrait. Il n'y avait pas de conseiller militaire auprès de l'ambassadeur. J'y suis allé avec ma petite valise pour présenter un dossier de 48 heures. J'y ai passé 4 mois pour monter le poste. Ensuite, j'ai fait donc l'école, le Royal College of Defence Studies, et j'ai fait une formation au Centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris. D'accord. Mais ça, c'est moi qui l'avais demandé à le faire, ça. Hein. Et là, j'ai été sélectionné pour partir comme colonel. Donc le poste que j'avais créé comme lieutenant-colonel, entre-temps était devenu un colonel, et j'ai pris ce poste de colonel pour aller à New York. Mon expérience au Liban, en ex-Yougoslavie comme casque bleu, me servait énormément quand je suis allé là-bas. En plus, j'avais été à l'état-major des armées, où je m'occupais de tout ce qui était les opérations. Donc j'avais, dans mon métier, une formation à faire ça. Le travail avec les diplomates, ce que je vous ai dit de mes formations antérieures, m'ont appelé à pouvoir être idoine, j'allais dire, pour cette position-là. D'accord. Quand je suis revenu en France, pendant 2 ans, j'ai créé une cellule ONU à l'état-major des armées. Et quand je suis devenu général, tout simplement, on m'a dit, c'est vous l'homme. Et donc je suis reparti à New York. Voilà. Donc ça nécessite à la fois une bonne connaissance militaire, une capacité de traiter avec les diplomates, qui n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours la même formation et la même façon de voir les choses, et la relation personnelle avec les ambassadeurs. J'ai eu des ambassadeurs exceptionnels. À New York, on a les meilleurs ambassadeurs de France là-bas. Jean-David Lévy, Jean-Marc de la Sablière, Jean-Maurice Ripper, aujourd'hui Nicolas de Rivière, sont les meilleurs. Il y avait François Delattre avant, je les connais tous, sont tous des amis maintenant. Voilà. D'accord. Et donc on a travaillé de façon très très étroite. Ok. Et tout à l'heure, vous avez mentionné l'OTAN. Qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement à Alors, l'OTAN? J'ai eu un rôle un peu particulier, 2 rôles. D'abord, j'étais le représentant de la France auprès de l'OTAN dans tout ce qui était doctrine. Donc la doctrine, qu'est-ce que c'est? C'est les documents qu'on écrit où l'OTAN, c'est 30 pays, chacun pense différemment. Il faut essayer
de les rassembler dans un tuyau à peu près commun. Donc, c'était mon travail. Ça a été le premier travail. Donc ça, je représentais la France. Là, c'était un peu particulier. Ensuite, un jour, ils ont souhaité recruter un général pour être directeur opération d'un exercice très particulier, Strong Resolve 2002. C'était donc en 2002. Et c'était un exercice qui se passait dans la Baltique, au large de la Pologne, avec beaucoup de monde. On en parlera après. Et donc j'ai été sélectionné par l'OTAN pour prendre ce poste. Alors c'est une sélection, c'est-à-dire qu'on a regardé mes dossiers, l'amiral américain qui dirigeait ça a retenu 5 dossiers, a demandé à interviewer les 5. Et quand il a interviewé les 5, il a dit « je veux celui-là ». Je rentrais dans les détails, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Et donc, cet état-major, il était à Norfolk, en Virginie. Donc je suis allé là-bas pour préparer. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'y étais le 11 septembre 2001, au moment de l'attaque. Et donc, imaginez, j'étais avec un état-major, j'étais l'adjoint de l'amiral qui commandait, et l'amiral m'apporte un petit papier, me donne un petit papier en me disant, il semblerait, au début de l'exercice, hein, vraiment au début, il semblerait qu'un avion de tourisme ait heurté le World Trade Center. Ça a commencé comme ça. Une demi-heure après, il m'a dit, Dominique, je vous laisse diriger, il faut que je m'en aille. Il est parti. Une demi-heure après, un officier de quart est venu et a annoncé, quand on est en exercice, on dit toujours exercise, exercise, exercise. Et là, il annonçait real, real, real. Et on a vu le deuxième avion taper dans les tours. À partir de ce moment-là, on a arrêté l'exercice. 2 porte-avions, Norfolk, c'est une grosse base, il y a 6 porte-avions américains. 2 porte-avions sont partis tout de suite pour assurer la protection de New York. Et j'ai mis une semaine à rapatrier mes troupes en France. Et puis, on a repris l'exercice plus tard, en mars, je crois, et c'était sur un bateau, le Mount Whitney, qui est un gros bateau qui servait de commandement, et qui a donc traversé l'Atlantique, est allé dans la Baltique, et j'étais sur ce bateau, et on commandait l'opération, où il y avait un corps d'armée germano-polonais, il y avait 170 sorties avions par jour, et 70 bateaux. Donc c'était un gros truc. Ouais, déjà, voilà ce que j'ai fait dans l'OTAN à l'époque. D'accord, ok. Alors vous voyez, des souvenirs que j'ai de l'armée, il y a un certain nombre de mots qui me sont restés, typiquement l'engagement. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Pour vous, l'engagement, si vous deviez le définir, vous l'expliqueriez comment? Alors, l'engagement, je vais prendre un terme de cavalier, c'est jeter son cœur par-dessus l'obstacle. C'est ou des mots qu'on emploie pour les chefs. Si tu t'assieds, les hommes se couchent. Il faut rester debout. Donc c'est une formation qu'on a vraiment à Saint-Cyr. C'est être toujours devant et toujours montrer l'exemple. Et l'engagement, c'est de se dire que c'est pas pour soi, c'est pour quelque chose de plus grand que soi. C'est pour ça que je parlais du service du pays. Le service du pays, c'est l'addition des citoyens, c'est l'addition de notre histoire, c'est l'addition de ce qui se passe aujourd'hui, et on s'engage pour ça, et on doit toujours rester debout. C'est pour ça qu'arrivé à mon âge, on considère qu'on est toujours engagé, qu'on a toujours quelque chose à faire. D'ailleurs, pour le coup, vous êtes très actif, puisqu'on vous retrouve dans tous les principaux médias français, que ce soit télé, radio. Et d'ailleurs, la question que j'avais, d'ailleurs, c'est pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Parce que vous vous ennuyez chez vous? Parce que, je vous titille, hein, mais... Alors, je vais dire, quand mes enfants me posent la question, je leur dis, si on s'arrête, on tombe. Ce qui n'est pas faux. On court vers l'avant. Deuxième point, j'ai eu la chance d'avoir une carrière très variée, à des postes très intéressants, très enrichissants, et je veux en faire profiter les autres. La façon dont j'interviens dans les médias, c'est pour faire de la pédagogie, du décryptage, d'expliquer des choses qui paraissent compliquées, et j'essaye de les simplifier. Mon plus grand bonheur, je vais vous le dire, la semaine dernière, je sors de l'immeuble où je suis, et les éboueurs passent. Et passe un éboueur noir, africain, et qui vient vers moi, et qui me dit, mon général, je suis tellement content de vous voir, parce que grâce à vous, je comprends. Ce qui n'est pas faux. Et donc, c'est ça, cette volonté de partager une expérience
et de faire de la pédagogie. C'est une autre forme d'engagement finalement. Voilà, exactement. La défense de mon pays, je l'ai fait les armes à la main au Liban, en Yougoslavie, je l'ai fait au Conseil de sécurité des Nations Unies, et là je le fais devant les médias. D'accord. Cohésion, ça vous inspire quoi, mon général? Alors là, je vais vous dire, à Saint-Cyr, on est vraiment formé à ça. Je vais vous dire, vous la prenez par les pieds, par les jambes, par le dos, vous portez vos camarades, on apprend toujours que c'est le plus petit maillon de la chaîne qui va faire votre réussite ou pas. C'est pas celui qui court devant, c'est celui qui est derrière. Et donc, on arrive tous ensemble. Donc la cohésion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous qui avez servi dans un régiment de chars, dans un char, l'équipage, c'est essentiel. Mais clairement. Enfin, moi, je trouve qu'il y a, vous voyez, par rapport à mon métier, qui est donc, on va dire, de travailler dans le commerce, il y a vraiment, dans les études commerciales, il y a toujours ce qu'on appelle le team building, la construction d'équipe. Sauf qu'elle est, j'ai envie de vous dire, elle est traitée très rapidement, alors qu'à l'armée, moi, le sentiment que j'en ai, c'est que justement, cette cohésion, alors elle est sans doute inculquée quand vous entrez à Saint-Cyr ou ailleurs, mais elle est surtout vécue aussi sur le terrain. C'est-à-dire que, comme vous le dites, dans un char, ou même pas nécessairement dans un char, ne serait-ce que dans une manœuvre, une marche, peu importe. Bien sûr, mais c'est très important parce que, comme je le disais, tout dépend du maillon le plus faible, mais pour les militaires, c'est une question de vie ou de mort. C'est le maillon le plus faible qui va peut-être amener la catastrophe, qui va faire que le groupe va s'effondrer, va subir des pertes, etc., etc. Donc c'est une question de vie ou de mort. C'est là où on prend les choses très sérieusement dans notre métier. Je veux dire, c'est pas j'ai raté, je passe à autre chose. Non, t'as raté, mesure les conséquences. Donc, et c'est le groupe qui fait ça. On est tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Oui, clair, parfait. Est-ce que dans ce métier de général, il existe des contraintes? Moi, je vous donne le ressenti que j'ai, et j'ai envie de dire que ça dépasse le cadre du métier de général. Je dirais que quand on est militaire, typiquement, pour avoir vu des militaires fonctionner, c'est potentiellement de prendre des risques. Clairement, il y a une partie de risque. Il y a l'absence, parce que si vous avez une famille, parfois vous partez en mission pour plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui est du domaine du possible. Il y a la mobilité qui peut être mal vécue. La mobilité, j'entends par là, un jour vous êtes dans un régiment, le lendemain on vous rapatrie sur Paris ou ailleurs, d'accord ? Et donc je me dis, peut-être pour vous en tant que militaire, c'est facile dans le sens où vous êtes programmé pour ça, entre guillemets. Par contre, peut-être qu'au niveau des enfants, au niveau des proches, c'est peut-être plus compliqué à vivre. Peut-être qu'il en existe d'autres. Est-ce qu'il y a des contraintes inhérentes à ce métier? Alors, il y a toutes les contraintes que vous venez d'énumérer. La mobilité, aujourd'hui, ça pèse beaucoup. Autrefois, ma génération, peu d'épouses travaillaient. Aujourd'hui, elles travaillent. Et donc, la mobilité, ça ne va pas. Alors, on cherche à la réduire. Et puis, tout le monde n'est pas mobile de la même façon. Les officiers sont beaucoup plus mobiles que les sous-officiers et que les soldats qui restent dans le même régiment tout le temps. Donc, il faut faire attention à cette mobilité-là. Mais elle pèse sur les officiers en particulier. Deuxième point, la mobilité instantanée, c'est-à-dire les opérations. 2 fois, il m'est arrivé de partir en 48 heures. Et toujours la veille de vacances, que j'avais prévu avec mes enfants. Toujours. Au mois de juin, crac, on me dit... Et 48 heures après, j'étais sur le terrain et mes enfants sont partis en vacances sans moi. Donc oui, ça pèse. Ça pèse. Les familles de militaires savent que tout ceci... Alors là, on joue la cohésion dans le régiment. Quand les gens partent en opération, il y a une famille qui se crée derrière. Les épouses qui se retrouvent, la base arrière qui monte les choses, parce qu'il faut soutenir tout ça. Parce qu'en plus, quand c'est la guerre... parfois il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Et ces mauvaises nouvelles, il faut les vivre ensemble. Il y a un très beau film britannique qui a été fait là-dessus, qui s'appelle Le Quartier, et qui montre un régiment au moment du départ en Afghanistan et pendant les combats en Afghanistan, avec les mauvaises nouvelles qui arrivent, la cohésion du groupe. Et d'ailleurs, ces femmes qui montent une chorale, en fait. Oui, écoutez, je l'ai vu. Oui, c'est sûr.
Très bien, oui. Et justement, mon général, est-ce qu'un militaire, ça a peur, franchement? Alors, rétrospectivement, oui, mais quand vous commandez, vous ne pouvez pas. Quand vous commandez, alors, moi ça m'est arrivé, hein, euh, on ne le sent pas. On est dans l'action, on est dans le commandement. Et vous faites pas attention, enfin, vous prêtez pas attention au danger. D'accord. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas, y a pas un pincement au cœur, il n'y a pas des tripes qui vous prennent un petit peu. Mais je parle là dans l'action de commandement. Parce que, je répète, si on s'assied, les hommes se couchent. Donc on reste debout. J'avais une, des, des soldats qui avaient été sous les ordres de mon père qui me disaient que les jeunes officiers, c'était marrant, quand ils étaient au combat, ils ne se baissaient pas. Et eux disaient de façon un peu maligne, c'est probablement parce qu'ils n'avaient pas réalisé qu'on était passé des balles à blanc aux balles réelles. Et mon général, j'ai une autre question, parce que ça, c'est un thème qu'on exploite énormément dans mon métier. C'est quoi la performance? Comment on juge la performance d'un militaire? Sur quels critères? Alors il y a beaucoup de critères. D'abord, on est noté individuellement, mais on a aussi des critères opérationnels. Par exemple? Un test peloton, ce qu'on appelle un test peloton. Donc on fait des tests, les tirs. Oui. Vous êtes, donc le matériel, l'entretien du matériel. Donc tout ça c'est noté. Votre matériel est entretenu, vos résultats au tir sont bons, vous avez une cohésion dans votre groupe. Tout ceci est noté. Donc c'est comme ça qu'on mesure la cohésion, qu'on mesure l'efficacité du système. Et ça, comme chef de peloton, comme capitaine, comme colonel. Oui, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous êtes en permanence jugé et on vérifie votre efficacité. D'accord. Alors, l'autre sujet sur lequel on vous retrouve principalement dans les médias, c'est la géopolitique de manière assez simple. Vous faites des interventions pour commenter, on va dire, les décisions qui sont prises. Typiquement, on se retire, j'en sais rien moi, du Mali, on essaie de s'interposer face à la Russie sans pour autant déclencher un conflit. Alors, première question, comment vous faites pour vous tenir informé? Ou en tout cas, si vous deviez conseiller un jeune pour dire, voilà, je te conseille de lire, j'en sais rien, tel journal, d'écouter tel média, comment vous faites pour vous tenir informé? Parce qu'aujourd'hui, le sentiment que ça me donne, après je peux me tromper, mais on est beaucoup dans de l'info spectacle, et je trouve que parfois on perd un peu le fond des choses. Oui, vous avez raison. C'est un peu le rôle que j'essaye de me donner, c'est d'aller au fond par du bon sens et par l'analyse de l'actualité. Alors l'actualité, d'abord quand on est dedans, quoi. Moi je suis dedans depuis 30 ans, donc je suis ça tout le temps, j'y fais plus, je suis vraiment dedans. Parfois on m'apporte des informations que j'ai pas eues, même sur un plateau, hein. Et là, faut réagir. C'est l'analyse, c'est la capacité d'analyser rapidement, de décrypter et de s'exprimer sur le sujet. Mais pour s'informer, moi je lis énormément. Alors je lis les journaux pour l'économie, les Échos, pour le généraliste, le Figaro, l'Opinion. Je lis, il y a Challenge, l'Express. Dès que j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent comme ça, maintenant que j'interviens dans les médias, j'ai beaucoup de réseaux qui m'apportent des choses. Sur la guerre en Ukraine, j'ai un camarade qui m'alimente à partir de tout ce qui est anglo-saxon, et j'ai une amie qui m'alimente à partir de tout ce qui est russe. D'accord. Donc j'ai les deux côtés. Oui. Je regarde les deux côtés. Après, c'est vrai que, vous voyez, ce qui m'a surpris en rentrant dans cette pièce, c'est que le président Poutine a fait des déclarations ce matin. On est le 21 septembre 2022. Votre téléphone n'arrête pas de s'affoler. Alors, parce que, a priori, vous êtes... c'est vrai que j'ai lu, d'ailleurs, vous êtes cité comme expert international en géopolitique. Ouais. Alors, si vous voulez, dans ce qui m'appelle, il y a plusieurs choses. Il y a les journalistes presse-papier qui font des articles et qui ont besoin qu'on les alimente parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Donc, on les décrypte, on répond à leurs questions et ensuite ils font un article là-dessus.
Il y a les radios qui vous demandent d'intervenir tout de suite, mais parfois c'est je vous enregistre maintenant. Ou est-ce que je peux vous appeler dans 10 minutes? Vous voyez, donc il faut réagir très très vite. Et puis il y a les plateaux télévisés. Alors je suis pas mal sur les plateaux télévisés aujourd'hui parce que les journalistes m'ont repéré, me font venir. Et quand ça s'accélère comme là, c'est 4-5 plateaux télévisés dans l'après-midi et la soirée. Alors il y en a que je refuse parce que je ne peux pas. Oui, Il faut prendre un taxi pour y aller, j'y arrive pas. Donc voilà. Et puis il y a les plateaux internationaux. J'ai été repéré par les Belges, par les Suisses, par les Canadiens, par les Britanniques, et donc ils me demandent. Donc, Et alors, est-ce qu'il y a une différence dans le traitement de l'information en fonction du pays ou globalement? Oui. Alors oui, les Canadiens, c'est les francophones qui m'interrogent, et c'est comme en France. À part l'accent, c'est comme en France. Simplement, il y a le décalage horaire de 6 heures qu'il faut gérer. Les Belges, il y a une chaîne belge qui m'interroge régulièrement sur une émission de géostratégie. Israël, I24 m'interroge aussi. Les pays arabes, Moyen-Orient, m'interrogent aussi. Approche très différente de la France. Il faut leur expliquer vraiment les choses. Ils ne comprennent pas, ils ne suivent pas. Et puis parfois, ils ont des positions très opposées. Je me retrouve sur des plateaux à discuter avec un Turc et un Russe. Donc c'est intéressant. Ah oui. Oui, après ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai. On n'est pas d'accord, mais ça m'intéresse beaucoup. Ah, donc vous aimez mais j'aime ça. Moi, je suis là pour convaincre. Si je parle qu'il y a des gens qui pensent comme moi et qui parlent comme moi, ne présente qu'un intérêt moyen. Moi, j'aime convaincre les gens des choses. Donc voilà un peu le panorama qu'on peut faire. Alors j'interviens en français, en anglais. Je leur dis toujours en arabe, non, comptez pas sur moi. Voilà. Mais aujourd'hui, je privilégie les télévisions françaises, les radios françaises, parce que, là encore, service du pays, faire passer les messages aux citoyens de mon pays. Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu Marc et Balzan. Ouais. Vous êtes en charge des relations extérieures. Est-ce que vous pouvez présenter un peu l'entreprise dans le détail? Parce que moi, ce que je connais, effectivement, c'est l'uniforme. Alors, à l'époque, il s'appelait Terre de Feu. Je ne sais pas s'il s'appelle... Terre de France. Terre de France, pardon, oui. Terre de France. On a vu, lors du défilé du 14 juillet, Candice Paris, je crois, qui portait une robe. Enfin, pour ceux qui regarderont le défilé et qui n'ont pas prêté attention, il y avait une dame qui chantait l'hymne national et qui portait une robe de chez Marc et Balzan. C'est une entreprise qui est située où déjà? Alors, l'entreprise, le siège est à Gennevilliers, c'est-à-dire dans le nord de Paris. D'accord. On a 7 sites de fabrication en France. Donc on est une société qui fabrique encore en France. D'accord. Et on a un site de fabrication en Tunisie également. 1000 personnes à peu près, 950 personnes. C'est énorme. 90 millions de chiffre d'affaires, 60% en France, 40% à l'export. Le 14 juillet, que vous avez cité, c'est notre Fashion Week. Tous les uniformes qui les citent, c'est nous qui les faisons, Polytechnique, Saint-Cyr, et tous les Terres de France, Marraine, Armée de l'air. Donc ça, c'est un boulot, parce que ce sont des appels d'offres, il faut les gagner. Je veux dire, c'est pas pour la vie, faut les gagner. C'est une société familiale qui appartient à son président et à son directeur général, qui m'ont recruté tous les deux. Donc c'est très opérationnel, c'est pour ça que j'aime ça. Parce que là-dedans, moi, je vais dans le bureau du président à côté, puis je discute avec lui, puis on prend des décisions, quoi. Je fais partie du comité directeur, du comité stratégique, et donc on a des sujets très très opérationnels. J'ai créé il y a 7 ans maintenant un groupement qui s'appelle OMP Solutions, Opération de maintien de la paix Solutions. C'est ma casquette onusienne qui revient, dans lequel j'équipe des contingents africains qui participent aux opérations de maintien de la paix. Donc, mais là, quand je dis je les équipe, c'est de la paire de chaussettes aux véhicules blindés. Donc j'arrive avec un package complet, avec une banque, c'est tout un montage, et qui représente à peu près 25% du budget de la société, donc c'est un truc important. Donc voilà, donc je suis là-dedans le plus ancien, dans la boîte, très proche des patrons, travaillant beaucoup à la stratégie, et aux résultats que je peux avoir vis-à-vis d'un certain nombre d'intervenants. Je participe au groupement des industries de défense, etc. Voilà. D'accord. Est-ce que, pour schématiser, si je dis que votre métier c'est du lobbying, c'est vrai ou pas tout à fait? Pas seulement. C'est de l'identification des opportunités à l'international,
Mais comment, enfin, je veux pas trahir de secret évidemment, mais comment vous faites parce que j'imagine qu'avec Internet, ça doit être relativement facile de... Non, Non? non, parce que par exemple, identifier qu'un pays africain veut se déployer dans une opération de maintien de la paix et qui ne sait pas comment le Oui. faire, vous n'allez pas le trouver sur Internet, ça. Donc, on a un réseau de commerciaux qui regardent, et j'échange avec eux, et je dis, tiens, là, on va aller dans tel pays, on va faire tel truc. Et je lance les choses. Après, l'opérationnel, c'est pas moi qui m'en occupe, hein. Les D'accord. contrats, etc., Oui, moi, je oui, m'en ok. occupe Non, pas. non, moi je Hein, pensais moi, que vous alliez jusqu'au j'essaye. contrat, Non, non, moi, justement. j'essaye d'éclairer. Et puis, comme je suis très connu sur les réseaux, y compris en Afrique, les présidents, les ministres, ils me connaissent. Donc le contact est plus facile avec Oui, eux. oui, bien sûr. Voilà. Et justement, oui, c'est ça que je trouve amusant parfois, c'est que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, enfin, en tout cas sur LinkedIn, c'est comme ça que je vous ai retrouvé, hein, Mhm. clairement, sur Twitter, je pense. Est-ce que ça vous arrive parfois de... Parce que j'ai reçu dans cette émission un maire qui me disait, ben, dans mon métier, enfin, dans ma mission de maire, ma difficulté, c'est de gérer les réseaux sociaux parce que il y a tout et n'importe quoi. Est-ce que vous le vivez vous aussi de cette façon-là ou Non, alors pas? premier point, il faut s'éloigner des réseaux sociaux au sens où il ne faut pas être le nez dedans, quoi. Donc moi, quand j'interviens, j'essaye de faire marcher des choses. J'ai monté un petit truc que j'appelle les conversations du G, avec un grand G, où j'invite tous les mois, en géopolitique, quelqu'un à intervenir. Ancien Premier ministre du Mali, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, ambassadeur de Turquie, ambassadeur de Hongrie. Je les invite pour parler. Et là, je fais mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai une D'accord. équipe qui le fait. Ça, c'est un truc tout à fait personnel, hein. C'est vraiment, c'est ma passion de la géopolitique, hein. Et c'est moi qui paye d'ailleurs, hein, mais ce sont les finances, hein. Donc, voilà. Mais sinon, je rentre pas dans les réseaux sociaux. Vous savez, les chaînes le font elles-mêmes. Les radios, les télévisions mettent. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Retweeter. Point. Oui, 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 je comprends. Et vous avez des gens qui prennent contact avec moi. Assez peu pour m'injurier, parfois. Dans la guerre contre l'Ukraine, parfois je me fais injurier par des pro-russes qui disent que je suis trop pro-ukrainien. Parfois de l'autre sens, mais pas trop. Bon, faut pas y faire attention, c'est tout. Ouais, donc vous arrivez malgré tout à prendre du recul parce que... Ah oui, oui, mais j'ai pas le nez dans les réseaux, moi, hein. Je regarde un petit peu pour savoir si ça intéresse. Je ne réponds jamais aux messages sur les réseaux. Jamais. Je ne fais que retweeter des choses où j'apparais, où je passe un message. Mais je rentre pas dans la conversation avec Ouais, les ouais. gens. Sinon, Bah, on s'en sort plus, hein. ouais, 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 non, je comprends bien. Je comprends bien. Sur qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas tout ça? C'est-à-dire, vous avez des hobbies ou des occupations, des Madeleines de Proust. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas ni sur les médias, ni chez Marc et Balzan? Mes enfants, mes petits-enfants. Vous en avez combien? J'ai 7 enfants, 13 petits-enfants. Ah oui. Donc ça, c'est un grand bonheur. Euh, à la campagne, un peu de jardinage, prendre un peu de vacances de temps en temps. Voilà. Et puis, aller au concert, la musique. J'avais une passion qui était le cheval, mais j'ai plus le temps. Donc, je peux plus monter à cheval. Ouais, la musique. J'aime beaucoup la musique. L'opéra, la musique, globalement. Ouais. Et puis, la lecture. Je lis. Alors justement, c'était aussi une de mes questions. Tout à l'heure, vous avez vous avez conseillé un film, Le Quartier, si je dis pas de bêtises. Le Quartier, non? Le film que vous avez cité tout à l'heure, avec les épouses de militaires qui partent en Afghanistan et qui... Ah, le non. quartier, le quartier. Oui, le Non, quartier, je l'ai pas. Non, alors, moi, j'ai été conseillé sur un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Bleu Espoir, et oui. qui racontait la Yougoslavie de 91 à 95. Ouais, qui étaient les Et époques où voilà. vous étiez opérationnel. Voilà. Et donc, en fait, j'ai été conseiller technique là-dedans. Donc, ça a été une expérience extraordinaire, Ah, parce que j'étais avec les cinéastes, on voyait des rushs, mais il y en avait des kilomètres de rushs, et là, on disait, on prend ça, on prend ça, on prend ça, et je racontais l'histoire. Enfin, c'est pas moi qui la voix qui racontait, hein, mais je disais voilà comment il faut faire les trucs. Et ça m'a permis de raconter l'histoire telle que je la voyais. Et donc ça a été très très intéressant. Non, non, j'interviens aussi sur des émissions parfois un peu plus longues où on me demande des choses, voilà. Mais d'accord. Je pense que j'ai fait le tour. Non, pas du tout. En fait, un livre. Vous m'avez pas conseillé de livre.
Et moi qui aime lire, Alors moi, je vous suis en suis. train de lire un livre, mais alors vous verrez que je suis quand même assez étroit. Actuellement, je suis en train de lire Le Mage du Kremlin. Et ça, c'est génial. C'est un roman, hein, mais qui est très très proche de Poutine et qui est très intéressant. Euh, j'ai fait relier d'ailleurs il n'y a pas longtemps les 7 piliers de la sagesse de Thomas Edward Lawrence, qui raconte un peu toute la guerre au Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale, hein, en gros. C'est les fameux Lawrence d'Arabie, hein. Oui, oui, oui. Donc voilà, et puis je lis beaucoup de revues aussi, hein. Je lis, moi je suis catholique, pratiquant, hein, donc je lis aussi des choses. Je vais à la messe, je lis les lectures religieuses, voilà. Parfait. Est-ce que vous avez une question pour moi, mon général, n'importe laquelle? Alors ma première question, Ah, parce que vous en avez plusieurs, du coup. oui, ma première question, ça remonte à 26 ans. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de votre service militaire? Euh, L'idée clé. L'idée clé, que je pouvais me bouger pour mon pays. Et que... alors, me bouger pour mon pays, je m'entends. Je vous situe le profil de l'appelé. Très bon au tir, très nul en sport. Mais quand je vous dis très nul, le plus nul du monde en sport. Et aucune connaissance de l'armée. J'arrive là-bas, il y avait deux façons de voir le truc. Soit on se dit c'est nul sans connaître, soit on se dit bah, j'y vais sans a priori. Et en fait, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que vous imaginez dans un trou de combat, vous n'arrivez pas à ressortir, enfin, une galère sans nom. Il y avait toujours un type pour me tendre la main. Et donc, en fait, ce que j'ai appris là-bas, c'est que je me suis dit, je ne peux pas les aider en sport, ils sont bien plus forts que moi. Moi, ce que je peux faire pour eux, c'est justement de les aider à préparer des concours, les aider à, comment dire, à préparer un entretien de boulot. Et donc, dans ma chambre, sur la fin du service, bah, j'étais content parce que dans la chambrée, je ne sais plus combien on était 6 ou 7, mais il y en a 2 qui ne savaient pas du tout comment faire pour trouver du boulot. Ils avaient trouvé du boulot avant de quitter l'armée. Et donc, je me suis dit, ben voilà, en fait, c'était ma contribution. Et je me suis, partant de ça, je me suis dit, bah oui, en fait, ça rejoint un peu cette fameuse phrase de Kennedy, quoi, qui, enfin, vous la connaissez Ouais. limite mieux que moi, quoi. C'est de se dire que avant de te plaindre, ben, en fait, tu peux toi aussi te bouger pour ton pays. Et d'ailleurs, vous avez, alors, il y a quelques semaines, il y a 15 jours, 3 semaines sur LinkedIn, il y a un militaire qui était blessé, qui dit, alors je résume son poste, mais j'ai trouvé super intéressant, qui disait, ben voilà, en fait, moi je suis militaire, je suis blessé, j'ai plus vraiment de valeur ajoutée pour mon pays, mais je reste convaincu que mon cerveau peut servir à quelque chose. Et vous aviez, je ne sais plus si vous l'aviez liké, je pense que vous avez même mis quelques mots commentés, et je me suis dit, ben, c'est typiquement ça ce que j'ai appris à l'armée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des forces, des faiblesses, comme dans une entreprise, et ben, il faut savoir capitaliser sur ses points de force et essayer d'aider ses camarades qui, eux, vous rendront l'appareil d'une autre forme. Voilà. Et donc, ma deuxième question, mais vous y avez répondu, c'est qu'est-ce qui vous a servi dans la vie après votre service militaire? Et j'ai juste une question très personnelle, c'est comment, comme appelé, vous regardiez un colonel? Commandant de régiment. Alors, figurez-vous que j'avais un statut un peu particulier parce que j'étais donc diplômé d'école de commerce, mais pour le coup, j'avais fait 2 ans d'alternance. Et donc, je travaillais en grande distribution. Donc, pour moi, en tant que professionnel, on va dire, j'étais salarié depuis 2 ans. Pour moi, vous étiez le DG de la boîte. Et donc, par conséquent, il y avait, enfin voilà, on suit le capitaine dans un bateau, ben il n'y avait aucun sujet là-dessus. Oui, je n'ai pas eu d'échange nécessairement avec vous, mais encore une fois, les gens de l'encadrement, c'est vrai que pour les plus jeunes, moi vraiment j'avais l'image de va-t-en guerre. Je vous le fais de manière très triviale, mais je pense que ça parlera à tout le monde. Je me suis dit, bah, c'est des abrutis qui veulent faire la guerre. Donc je suis arrivé en me disant, bah, ça va pas être drôle. Et en fait, j'ai découvert des métiers différents, parce qu'il faut quand même savoir qu'au sein de l'armée, il y a des métiers différents. Et puis j'ai découvert un niveau de professionnalisme, parce qu'on était à l'époque où l'armée d'appelés était en train de disparaître. Ouais, disparaissait, vous êtes les derniers. Ouais. On était dans les derniers, et donc on voyait arriver ces jeunes soldats ou ces jeunes engagés.
Et je me disais, waouh, c'est quand même vachement pro. Enfin, beaucoup plus pro que je ne l'aurais imaginé, vous voyez. Et justement, il y a une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure et qui m'intéressait, c'est que quand vous faites la proposition du service civique... National universel. Pardon, oui, national universel. Je suis désolé, j'ai un peu la mémoire qui flanche. C'est lié à quoi ? C'est lié au regard que vous portiez sur l'armée d'appelés. Vous avez exprimé tout à l'heure en disant, voilà, en fait, il y a une sorte de fracture sociale qui fait qu'à un moment donné, il y a peut-être des pertes de repères ou autres. Oui, il y a deux choses. La première, les Français ne se connaissent pas entre eux. Et je disais, quand le 16e va rencontrer le 9-3, déjà, on n'a pas perdu son temps. Et ça, c'est le souvenir du service national. Hein, où il y avait des gens dans les chambrées qui venaient de partout. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est lié à celui-là, c'est la cohésion sociale. La France a besoin d'une cohésion sociale, que les gens ne se méprisent pas, ne s'ignorent pas, se connaissent et sachent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et qui est la communauté nationale. Et il y avait une menace, c'était il y a 6 ans, très nette, en particulier des mouvements djihadistes et des frères musulmans, qui voulaient casser la société française. Et c'était ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on a lancé ça à ce moment-là. Oui, mais je vous avoue que... alors, je ne savais pas du tout, pour le coup, que c'était vous qui avez initié l'idée, mais moi, ça m'a effectivement permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés par ailleurs. Bien sûr. Et on en tire, en fait, justement, pour boucler un peu avec ce podcast, c'est... à la fois, je pense que tout le monde a un rôle social à jouer dans la société. C'est-à-dire qu'au travers des portraits qui sont dressés, l'idée, c'est de se dire, OK, parle-nous de ton métier, et puis qu'est-ce qui est bien dans ton métier, qu'est-ce qui est moins bien. L'idée étant, bien sûr, d'inspirer des jeunes. Et puis, je me dis aussi, indépendamment du rôle social, je pense que dès lors où on comprend mieux l'autre, en fait, on ne le regarde plus du tout sous le même œil. Donc voilà. Évidemment. Mon général, je sais que vous êtes bien timé aujourd'hui, donc je vais écourter l'entretien. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre accueil. Merci à vous et merci d'abord de l'initiative, du déplacement et de l'échange. Merci, bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.